Bonsoir, bienvenue à cette assemblée publique de consultation. Nous sommes le 1er mai 2023. Donc, cette assemblée portera sur deux projets de règlement. Le premier étant le règlement 441-00-2023 portant sur les PPC-moi. Et le deuxième aspect de cette assemblée portera sur le règlement 382-32-2023 relatif aux piscines. Donc, je suis en compagnie de Marie-Pierre Tremblay, qui est notre directrice de l'urbanisme et du développement durable à la municipalité. Sur ce, je lui cède la parole pour les explications concernant les différents règlements. Pardon. Merci beaucoup, M. Dulac. Au niveau du contenu de la présentation, on va vous présenter la situation actuelle de la réglementation, les objectifs et les contenus des projets de règlement, les étapes qui vont mener à l'adoption des règlements et le processus d'approbation référendaire. On va commencer par le règlement 382-32-2023 qui modifie les règlements de zonage au sujet des dispositions relatives aux piscines. Donc, de manière générale, ce projet de règlement-là vise à arrimer les normes municipales sur la sécurité des piscines à la réglementation provinciale. Donc, la majorité des modifications qui sont faites sont en lien avec cet objectif-là. Il vise aussi à clarifier ou ajuster certains éléments concernant les servitudes, la définition d'une paroi dans le cas d'une piscine de type étang naturel, la définition d'une paroi, je l'ai déjà dit, pardon, les matériaux autorisés pour les enceintes, la distance entre une enceinte et une paroi d'une piscine, et l'obligation d'avoir un escalier ou une échelle pour entrer et sortir de l'eau pour une piscine hors terre. Donc, on va y aller modification par modification au cours de la présentation de ce projet de règlement-là. La réglementation, on va commencer par les parois de piscine. La réglementation actuelle de zonage indique certaines distances à respecter par rapport à la paroi d'une piscine. Toutefois, il y a certains nouveaux modèles de piscine type lagon ou étang naturel qui n'ont pas de paroi définie. Donc, l'objectif de cette modification-là, c'est de préciser que dans ce genre de piscine-là, la distance est calculée à partir de l'eau à son niveau maximal. On vient clarifier l'application de la réglementation dans ce cas-ci. Deuxièmement, on modifie la réglementation puisque actuellement, on n'autorise pas que les équipements accessoires à une piscine, par exemple un filtreur, une thermopompe, une glissade, se situent à l'intérieur d'une servitude de canalisation souterraine comme l'aqueduc ou l'égout. Le projet de règlement vise à permettre ce type d'équipement-là à l'intérieur des servitudes de canalisation lorsqu'ils reposent à la surface du sol et lorsqu'ils peuvent être déplacés au besoin. Ça vise à accorder une certaine latitude aux citoyens qui souhaitent installer une piscine alors qu'ils ont une servitude de canalisation sur leur terrain. Ensuite, on vient introduire une modification relativement aux équipements susceptibles d'être utilisés pour grimper par-dessus l'enceinte ou la paroi de la piscine. On vient exiger que toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé par un enfant pour grimper par-dessus la paroi ou par-dessus l'enceinte d'une piscine soit installé à plus d'1 mètre de la paroi ou de l'enceinte. Cette modification-là vise à s'arrimer à la réglementation provinciale. Par rapport aux fenêtres maintenant, la réglementation actuelle stipule qu'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte ne peut se trouver sur un mur formant une partie d'une enceinte. Le projet de règlement vient toutefois permettre une fenêtre si celle-ci est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. C'est un élément qui est prévu à la réglementation provinciale également. Toujours au sujet des fenêtres, la réglementation municipale actuelle ne prévoit pas de distance à respecter entre une fenêtre et une enceinte. On vient ici faire une modification pour s'arrimer aux dispositions provinciales qui stipulent qu'une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre une fenêtre et la paroi de la piscine ou selon le cas de l'enceinte.
Ça s'applique toutefois pas si la fenêtre est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol du côté intérieur de l'enceinte ou si l'ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. Cette disposition-là ne s'appliquera pas à une installation qui a été acquise avant le 1er juillet 2021 et qui a été installée au plus tard le 30 septembre 2021. Maintenant, au sujet des tremplins. Le projet de règlement vient indiquer que tout plongeoir devrait être conforme à la norme BNQ 9446-100. C'est une nouvelle exigence de la réglementation provinciale. Cette disposition-là ne s'appliquera pas non plus à une installation acquise avant le 1er juillet 2021 et installée au plus tard le 30 septembre 2021. Maintenant, au niveau des matériaux autorisés pour constituer une enceinte, on vient préciser quels sont les matériaux qui sont autorisés. Donc, il s'agit du bois traité, peint, teint ou verni, du PVC, de la maille de chaîne galvanisée ou recouverte de vinyle avec ou sans latte, du métal pré-peint et de l'acier émaillé, du fer forgé peint, du verre trempé, du textilène ou de tout autre matériau spécifiquement conçu à cette fin et qui respecte les normes de sécurité gouvernementale. Les modifications au sujet des matériaux autorisés, c'est une précision dans la réglementation municipale. Toujours au sujet des matériaux autorisés pour une enceinte, on vient s'arrimer à la réglementation provinciale en précisant que lorsqu'une enceinte est formée d'une clôture en mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, s'il y a des lattes d'insérer dans les mailles, leur largeur pourra être supérieure à 30 mm, mais elles ne pourront pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Cette disposition-là ne s'appliquera pas pour une installation acquise avant le 1er juillet 2021 et installée au plus tard le 30 septembre 2021. Maintenant, au sujet de la sécurité sur les enceintes, on vient s'arrimer au règlement provincial en précisant dans notre réglementation qu'une enceinte doit être solidement ancrée au sol et toujours rester en place. Ça vise notamment à préciser que les clôtures de type amovible sont autorisées, mais elles ne doivent pas être enlevées et doivent être solidement installées. Donc, même si elles sont vendues comme étant amovibles, elles ne pourront pas être enlevées. Maintenant, la distance entre une enceinte et la paroi d'une piscine. La réglementation actuelle demande une distance minimale de 1,2 m entre une enceinte et la paroi d'une piscine. C'est parfois difficile ou impossible à respecter, surtout lorsqu'on essaie d'installer une clôture sur un terrain où est-ce qu'il y a une piscine déjà existante depuis de nombreuses années. Afin d'assouplir notre réglementation municipale, on vient réduire cette distance-là à 1 mètre, donc on passe de 1,2 à 1 mètre minimum. On vient aussi insérer une exception dans la réglementation. Donc, il pourrait y avoir une ou plusieurs sections de l'enceinte qui pourront être à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine. Mais cette exception-là pourra s'appliquer pour une portion totalisant un maximum de 7 mètres linéaires. Donc, ça vise à faciliter la mise aux normes des piscines existantes, particulièrement, cette modification-là. Maintenant, les dispositifs de fermeture de la porte de l'enceinte. Actuellement, on indique que le dispositif de sécurité passif qui permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement doit être installé du côté intérieur de l'enceinte dans la paroi supérieure de la porte. Par contre, la réglementation provinciale permet depuis 2021 que le dispositif puisse être installé du côté extérieur de l'enceinte s'il est à une hauteur minimale de 1,5 m du sol. Donc, on vient s'arrimer pour autoriser également ce type de dispositif-là. Ici, on parle, dans le fond, dans la réglementation actuelle, on exige qu'il y ait un escalier ou une échelle qui permettent d'entrer et de sortir de l'eau dans le cas des piscines creusées ou semi-creusées. On vient ici faire une modification pour également l'exiger dans le cas des piscines hors terre. Donc, ça fait le tour des modifications à la réglementation en lien avec les piscines.
Les dispositions du premier projet de règlement 382-32-2023 qui modifie le règlement de zonage au sujet des dispositions sur les piscines sont susceptibles d'approbation référendaire. Au niveau des prochaines étapes du processus, on va analyser les questions et les commentaires qui seront reçus au cours de l'Assemblée publique de consultation. On va transmettre ces commentaires et ces questions-là aux membres du conseil municipal. On fera au besoin des ajustements au second projet de règlement. Ensuite, le conseil municipal pourra procéder à l'adoption du second projet de règlement avec ou sans modification. Il y aura ensuite une période pour effectuer une demande d'approbation référendaire et si aucune demande n'est reçue, le conseil pourra adopter le règlement sans changement. Ensuite, on va acheminer ce projet de règlement à la MRC de la Vallée du Richelieu qui va faire l'analyse et qui émettra un certificat de conformité si le tout est conforme à son schéma d'aménagement. Finalement, le règlement va rentrer en vigueur. Au niveau de l'approbation référendaire, le processus se fait en 3 étapes. Il y a premièrement une période pour déposer une demande d'approbation référendaire. Ensuite, il y a une période d'enregistrement s'il y a suffisamment de personnes habiles à voter qui l'ont demandé pendant la première étape. Ensuite, finalement, il y aura un référendum si, encore une fois, il y a suffisamment de personnes qui l'ont demandé à la deuxième étape et si le conseil municipal ordonne la tenue d'un tel référendum. Donc, pour être valide, une demande d'approbation référendaire devra indiquer clairement la disposition qui est concernée et elle devra indiquer la zone d'où elle provient, donc dans quelle zone la personne qui dépose la demande habite. Elle devra être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles, ou dans le cas contraire, par au moins la majorité des personnes qui demeurent dans cette zone. Elle devra être reçue par la municipalité également au plus tard 8 jours après la publication de l'avis public qui annonce la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. Au niveau de la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire, les personnes qui peuvent déposer une demande sont, grosso modo, les mêmes personnes qui auraient le droit de voter le jour de l'adoption du second projet de règlement, de voter à une élection municipale. Donc, des personnes majeures de citoyenneté canadienne qui ne sont pas frappées d'une curatelle ou d'une incapacité de voter. Ça doit être des personnes qui sont domiciliées dans une zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 6 mois ou être depuis au moins 12 mois le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise dans une zone d'où peut provenir une approbation référendaire. Il y a certaines conditions spécifiques qui s'appliquent pour les propriétaires d'immeubles, pour les copropriétaires d'établissements d'entreprise, etc. Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais le tout va être indiqué sur l'avis public d'approbation référendaire. On va passer au deuxième projet de règlement qui est à l'ordre du jour de ce soir. Donc, c'est le projet de règlement numéro 441-00-2023 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. La municipalité de McMasterville, actuellement, ne possède pas de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Par la suite, je vais les appeler PPC-moi pour sauver quelques mots. Donc, étant donné qu'on n'a pas de tel règlement à McMasterville, le Conseil souhaite en adopter un pour avoir la latitude d'autoriser, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'une ou l'autre des règles d'urbanisme. Contrairement au règlement sur les dérogations mineures, dans le cas d'un PPC-moi, les dérogations peuvent toucher à l'usage ou à la densité, entre autres. Le projet autorisé doit toutefois respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité. Au niveau du territoire visé, vous voyez à l'écran la liste des zones qui sont visées. De manière générale, il s'agit des zones qui sont situées en bordure de la 116, en bordure de la rue Bernard-Pilon et en bordure d'une partie du boulevard Yvon-Lheureux, soit la partie qui est actuellement commerciale. Et également la portion du territoire qui est située entre la 116 et le boulevard Constable. Et finalement, les districts 1 et 2 qui sont situés entre la voie ferrée et la rivière Richelieu. Donc, c'est les secteurs qui sont visés par le projet de règlement.
Sont toutefois exclues toutes les parties du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières en raison de la sécurité publique. À titre d'exemple, ça peut être les zones inondables, les secteurs à proximité de la voie ferrée. On parle de 15 à 30 mètres de la voie ferrée. Donc, c'est des secteurs qui sont exclus de la possibilité de déposer une demande de PPC-moi. Le projet de règlement prévoit la procédure qui va être relative à une demande d'autorisation d'un PPC-moi, entre autres les documents qui vont devoir accompagner une demande. À titre d'exemple, les documents à joindre à une demande seront un formulaire, des plans qui sont détaillés dans le projet de règlement, un texte explicatif et des études. Le tout est détaillé dans le projet de règlement. Le projet de règlement prévoit aussi une procédure à suivre et des documents qui sont requis pour une demande d'avis préliminaire sur un PPC-moi. Les principales étapes de l'analyse d'une demande de PPC-moi seront les suivantes. Donc, il y aura premièrement une analyse par le service de l'urbanisme et du développement durable. Ensuite, il y aura une présentation au comité consultatif d'urbanisme qui fera une recommandation à l'attention du conseil municipal. Le dossier sera ensuite analysé par le conseil municipal qui va rendre une décision. Dans le cas d'un refus, il adoptera une résolution précisant les motifs de son refus. Dans le cas d'une approbation, il adoptera un premier projet de résolution. Par la suite, les autres étapes sont dans le cas d'une approbation, bien entendu. Donc, ensuite, il y aura une assemblée publique de consultation. Il y aura l'adoption d'un second projet de résolution si les éléments qui sont dérogatoires sont susceptibles d'approbation référendaire. Toujours, si les éléments dérogatoires sont susceptibles d'approbation référendaire, il y aura le processus d'approbation référendaire. Finalement, il va y avoir l'adoption de la résolution qui autorise le projet par le conseil municipal. Cette résolution-là sera transmise à la MRC pour approbation, puisque le projet devra être conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. À la toute fin du processus, la résolution va entrer en vigueur et on pourra procéder à l'émission du permis ou du certificat pour autoriser le projet. Dans le cas d'une demande préliminaire, il y a moins de documents qui seront requis que pour déposer une demande complète. L'avis préliminaire, lui, sera donné par les membres du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de règlement contient les critères sur lesquels seront faites l'évaluation des demandes de PPC-moi. Le premier critère, c'est un critère d'admissibilité. Donc, pour être admissible, la demande devra respecter les objectifs du plan d'urbanisme. Il y a ensuite des critères généraux qui vont s'appliquer à tout type de demande. Ces critères-là porteront notamment sur la compatibilité du projet avec le milieu d'insertion et les mesures de mitigation, l'intégration du projet dans le milieu bâti, l'architecture de qualité, l'intégration des caractéristiques architecturales d'origine, s'il y a lieu, la création d'un milieu de vie ou de travail de qualité, les espaces et les lieux de socialisation extérieure de qualité, ainsi que la mobilité active, les composantes paysagères et la réduction des îlots de chaleur, les pratiques innovantes, durables et éco-responsables, la performance énergétique, les impacts environnementaux, l'organisation et le positionnement des aires de manœuvre et de stationnement et des aménagements pour vélos et piétons, la complémentarité du projet avec l'occupation du domaine public, les avantages du projet sur le plan stratégique pour la municipalité, notamment au point de vue économique, culturel, social et environnemental, l'arrimage du projet aux orientations exprimées par la municipalité dans ses politiques et ses plans, et l'échéancier de réalisation. Les critères spécifiques au projet de densification résidentielle et au projet mixte porteront, entre autres, sur la minimisation de l'impact de la densification sur le milieu d'insertion, la distinction des usages commerciaux, le concept d'affichage s'harmonisant à la proposition architecturale. Et finalement, il y a certains critères spécifiques qui vont porter sur les propriétés ayant une adresse impaire sur le boulevard Constable à l'intérieur de la zone P8. Donc, c'est les propriétés qui sont situées du côté nord du boulevard Constable entre l'hôtel de ville et la rue Bernard-Pilon, grosso modo.
Donc, les critères spécifiques relatifs à ces projets-là seront la préservation et la mise en valeur des bâtiments principaux existants et la conservation de l'alignement des bâtiments par rapport à la rue. Au niveau du processus d'adoption, le projet de règlement 441-00-2023 relatif au PPC-MOI n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, dans ce cas-ci, la procédure sera un peu moins longue que dans le cas du règlement sur les piscines. Donc, il y aura tout d'abord analyse des questions et des commentaires reçus au cours de l'Assemblée publique de consultation. Il y aura transmission de ces commentaires et questions-là aux membres du conseil municipal. On pourra procéder à des ajustements au règlement si nécessaire. Ensuite, il y aura analyse et émission du certificat de conformité par la MRC qui va valider que le tout est conforme à son schéma d'aménagement. Puis, le règlement pourra entrer en vigueur. Maintenant, on aurait une période de questions ou de commentaires. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de questions ni de commentaires dans la salle. Donc, je vais conclure. Je vous remercie de votre intérêt pour la consultation et pour ce sujet. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.